Mesdames et messieurs, merci d'être restés pour la suite des travaux de cet atelier et ces premiers entretiens politiques de l'Association béninoise de droit constitutionnel. Alors, je vais vous inviter maintenant à suivre ce premier panel. Il y aura tout à l'heure 2 communications. Je crois que vous les avez sur le programme qui vous a été distribué. Je rappelle très rapidement. Nous allons donc suivre avec, sous la conduite du professeur Joël Aïvor, la première communication, les partis politiques avant, pendant et après l'élection présidentielle de 2016 par le professeur Nassirou Arifari Bako, et ensuite la deuxième concerne la sélection des candidats à l'élection présidentielle et sera présentée par M. Lazare Serruito. Merci. On ouvre le premier panel de ces entretiens et j'ai le plaisir de vous introduire 2 éminents enseignants, chercheurs de l'Université d'Abomey-Calavi, mais qui sont parfaitement trempés en politique. Nous parlerons à la fois de théorie, mais d'expérience aussi de terrain. J'introduis d'abord le professeur Nassirou Arifari Bako, qui nous parlera des partis politiques avant, pendant et après l'élection présidentielle de 2016. Sans plus tarder et sans chercher à l'introduire outre mesure, je lui laisse immédiatement la parole. Monsieur le Président de l'Association béninoise de droit constitutionnel et chers collègues, Mesdames et Messieurs, ma présentation, de moins ce qui m'a été proposé, et donc les quelques réflexions que je vais avoir là-dessus, tourneront donc autour du thème les partis politiques avant, pendant et après l'élection présidentielle. Je disais tantôt qu'une telle formulation, disons, m'oblige ou m'amène à m'essayer à une certaine démiurgie, puisque les partis politiques avant l'élection présidentielle de 2016, c'est un processus en cours, donc non achevé. C'est donc des réflexions, disons, sur le cours aussi, que j'émettrai. Pendant l'élection, nous n'en sommes pas encore, et après, encore moins. Mais je voudrais dire, lorsqu'on parle de partis politiques, dans un système politique, c'est un phénomène consubstantiel à l'existence de procédures d'expression des suffrages, en l'occurrence un système démocratique. La démocratie, pour paraphraser quelqu'un, c'est une forme de révolution de la participation politique. Et j'ajoute une participation responsable et en pleine conscience des droits et des devoirs qui vont avec. Elle intervient dans un contexte social national multivarié et multilogique qui définit un champ de contraintes particulières en ce qui nous concerne. Mais la démocratie est aussi érigée désormais en principe universel en termes de mode ou de système politique considéré comme étant un référent universel, un élément qui entre maintenant en ligne de compte dans l'évaluation des pays, dans l'évaluation du développement et beaucoup d'autres secteurs. Et donc, le fonctionnement, je dirais, de la démocratie nécessite l'existence d'organisations politiques plus ou moins spécialisées qui doivent concourir à la mobilisation et à l'expression des suffrages. Et dans l'histoire des partis politiques, souvent 2 formes emblématiques, ou presque idéales typiques.
ont souvent été avancées en termes d'émergence ou d'origine des formations politiques. Il y a ce qu'on appelle le canal parlementaire. Il y a aussi le canal, je dirais, extérieur. Pour parler, comment appelle-t-on, des deux catégories développées par Duverger. Les partis politiques ne sont pas une création ex nihilo. Dans le processus historique, c'est le phénomène parlementaire, le phénomène de représentation qui est antérieur à l'existence des partis politiques, qui par la suite donnera progressivement naissance aux partis politiques. Et donc, les parlements ou ce qui en tenait lieu ont existé avant les partis. Et les groupes parlementaires, en fonction des affinités idéologiques ou d'idées, s'étaient d'abord constitués. Ensuite, le phénomène, je dirais, de la représentation ou de la désignation des représentants par un canal électoral a amené donc la création de comités électoraux un peu partout. Et le comité électoral, c'est pour désigner les candidats des circonscriptions électorales, donc des phénomènes circonscrits. Les groupes parlementaires dans les parlements ont essayé de se regrouper, de se fédérer à travers donc les comités électoraux et de proche en proche, les comités électoraux avec les liens qu'ils entretiennent avec le niveau national ont contribué à la formation de ce qui deviendra parti politique ou de une organisation qui en tient lieu. Ça, c'est, je dirais, le canal le plus classique dans les démocraties occidentales. Et par la suite, au XIXe siècle, disons vers le milieu du XIXe siècle, il y a eu l'autre canal d'émergence des formations politiques à travers des organisations sociales, c'est-à-dire des syndicats, par exemple, constitués sur la base d'une certaine idéologie, ont contribué à la création, dans la plupart des cas, des partis politiques d'obédience socialiste ou des sociétés de pensée qui, par la suite, ont évolué en partant, je dirais, de ce qu'on peut considérer comme les ancêtres des think tanks, pour s'éparpiller, ou du moins pour s'enraciner dans l'espace social, puis l'espace politique, et autour des idées se sont fédérés un certain nombre d'acteurs pour donner un certain type de parti politique. Les groupes religieux ont aussi influencé par la suite et se sont transformés en partis politiques. Vous avez beaucoup d'autres groupes d'intérêt financiers, industriels, bref, c'est ça qui donne la constellation des partis de droite, partis libéral, partis de gauche, partis de centre-droit, partis radical, bref, tout ce que vous connaissez, c'est des processus d'émergence différents. Il y a un troisième canal d'émergence des partis politiques, disons qu'on considère comme étant quelque chose de plus ou moins particulier aux pays et aux pays en développement, du moins les nouveaux États post-coloniaux. Il s'agit de la création, ça aussi de l'extérieur, de phénomènes de construction de l'État en même temps que l'émergence des partis politiques. C'est-à-dire où c'est le processus ou le phénomène colonial qui a généré donc l'État et les partis politiques en même temps, ou c'est certains
combats politiques liés à la contestation du phénomène colonial qui ont amené un certain nombre de leaders héroïques en ce moment à construire des formations politiques qui se sont imposées par la suite dans l'arène politique. Le Parti communiste chinois avec Mao Tse-tung, c'est un cas emblématique. Ou des cas comme, je ne sais pas, Sukarno, comment l'appelle-t-on, en Indonésie, Nkrumah tout près de nous, etc., Fidel Castro, bref, tout ce que vous imaginez comme formations politiques qui ont émergé donc de phénomènes du genre. Alors le phénomène électoral, les partis politiques dans la compétition, on me signale qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Il y a les partis politiques dans la compétition électorale présidentielle antérieure à 2016. Je voudrais dire quelques mots là-dessus. Le tropisme de fief électoral, je l'ai évoqué, je ne vais plus m'élargir mettant là-dessus. Les mots d'émergence des formations politiques et les contraintes subséquentes. Lorsque vous avez vu comment les partis émergent, comment les partis s'ancrent, vont aux élections, véritablement, vous verrez que nous avons pour la plupart des partis de chefs. Quand je dis des partis de chefs, c'est des chefs, je ne dirais pas des chefs de bande, mais des chefs de clubs, d'amis, qui cooptent un certain nombre au sommet, qui se constituent et qui décident par le canal des amis de conquérir l'électorat d'origine des amis, et donc les partis, tout en condamnant la logique de fief, la logique ethnique ou régionale, fonctionnent dans leur recrutement sur cette base et chacun est renvoyé vers sa région d'origine pour mobiliser l'électorat. Ce n'est pas autre chose. Les partis politiques sont dans une situation où ils émergent d'un phénomène qu'ils critiquent et en même temps qu'ils perpétuent, de par leur mode de fonctionnement. C'est ça la difficulté de l'analyse donc, du phénomène politique dans notre pays. Et donc, les chefs fondateurs, ancrés dans une région donnée, cherchent des compléments dans les autres régions. Les difficultés donc d'extension, bien entendu, se posent. Chacun a la prétention nationale, mais est confronté aux contraintes de l'extension, car le seul moyen d'y parvenir, c'est encore en utilisant les autres canaux. Et c'est pour cela, périodiquement, ça semble prendre, puis, comme un coup d'arrêt, tout redevient au statu quo. Il y a une sorte de situation d'émergence de partis politiques. Dans les années 1990, les partis qui sont apparus, pour la plupart, ont réussi, tant bien que mal, à se frayer, comment l'appelle-t-on, des domaines. Mais, et comme le professeur l'a dit, fondamentalement, les trois grands blocs dont on a toujours parlé, ce sont ces trois grands blocs qui se reconstituent, et quand on regarde le paysage politique jusqu'aujourd'hui, c'est une réalité. Je pense qu'il ne faut pas chercher à vivre dans l'idéal. Il faut vivre avec la réalité que notre pays nous offre, en disant qu'est-ce qu'on peut bâtir à partir de cette réalité. C'est ça le plus important, de mon point de vue. Ce n'est pas en se référant à des théories, à des critiques parfois fumeuses, que nous pourrions nous en sortir. Sortez de l'idéalisme, descendez, mettez vos pieds à terre et regardez votre société telle qu'elle est et construisez à partir de là. Il y a une forme de subversion du modèle partisan par les présidents non partisans. Depuis 1990-91, le renouveau démocratique,
Mon collègue Aubin avait rappelé à juste titre que nous avons connu 5 élections présidentielles. Que des 5 élections présidentielles, nous n'avons jamais réussi à faire élire un acteur politique généré par les partis politiques, c'est-à-dire ayant un background militant, et ceci pour plusieurs raisons. Il y en a qui disent, oui, peut-être c'est le phénomène de l'extranéité au départ. On veut, celui qui vient de l'extérieur, il a travaillé à la Banque mondiale, dans un contexte d'ajustement structurel et autres, etc., c'est lui qui a le jackpot. Ça a pu convaincre à un moment donné. Mais la conférence nationale, de mon point de vue, a été la véritable rampe de lancement pour le président Nicéphore Soglo, Premier ministre. Étant au pouvoir, il a donc organisé, bien entendu, les élections. Il avait un avantage comparatif par rapport aux autres. L'égalité des chances, quelqu'un nous en parlera plus tard. Mais dans tous les cas, lorsqu'on est en position, en principe, on se donne les moyens de réussir. Après, et ceux-là donc qui se sont installés ont squatté le système politique. En s'installant, ils viennent sans parti, ils squattent le système, constituent maintenant autour d'eux des fédérations de micro-partis dont ils ne prennent pas souvent la tête. Il y a toujours des gens qui ont la procuration pour diriger, mais en réalité, ils sont des figurants, d'accord? Et le système se construit. Donc, le chef utilise, il squatte le phénomène partisan, tout en se détachant et en subvertissant tout d'une manière ou d'une autre. C'est ce que nous avons connu de 1991 à nos jours. Il y a la ruse donc, des chefs rassembleurs. Donc, les coalitions de partis, ce que j'ai dit, on a connu la RB qui a réussi à se transformer en parti, l'UBF qui n'a pas pu résister, les FCBE qui connaissent, disons, leur moment de crise de croissance. On espère que ça va être passager et que, disons, les FCBE vont survivre au phénomène. Il y a maintenant la nécessité de travailler au dépassement des hommes providentiels. Lorsque les jeux politiques sont fermés, les chefs peuvent se succéder à eux-mêmes plus facilement. Mais nous avons connu un jeu politique électoral ouvert en 2006, où c'était la fin d'un cycle pour un chef qui ne pouvait plus se représenter. Et donc, les partis politiques avaient l'opportunité de faire prévaloir la logique partisane pour émerger. Mais le phénomène d'émiettement, le phénomène de fief régional et l'ancrage régional de chacun n'a pas permis, je dirais, de faire prévaloir le phénomène partisan, pas un compromis politique, à temps. Et donc, c'est encore un outsider qui est arrivé en la personne du président Boni Yayi, qui a aussi squatté le système partisan en créant un vaste regroupement politique pour aller aux élections sans jamais être le chef officiel, bien entendu, mais qui a toujours contrôlé l'ensemble donc, des formations politiques. Nous avons une nouvelle chance maintenant en 2016 d'un chef en fin de cycle qui s'en va. Mais la nouveauté maintenant pour 2016, avant l'élection, c'est qu'il y a le même phénomène d'émergence des hommes providentiels. On va chercher en dehors du système politique ceux qui sont capables, dit-on. Aujourd'hui, côté FCBE, vous suivez bien le débat. Le Premier ministre Lionel Zinsou est arrivé sans être militant de FCBE. Il prétend à l'investiture FCBE. Vous prenez, comment l'appelle-t-on, les autres formations politiques qui n'arrivent pas
j'ai comme l'impression qu'il y a ce que je considère la formation politique ayant un électorat que je considère comme électorat captif. Le PRD, qui ne se prononce pas, qui ne donne même pas de signe qu'il y aura de candidats, en tout cas à l'interne. L'Union fait la nation, qui, il faut féliciter la tentative de 2011, ce qu'on appelle tentative de conquête du pouvoir par rassemblement ou regroupement partisan, l'expérience de l'UN, mais qui a connu beaucoup de faiblesses. Des faiblesses liées à la perpétuation de la logique régionale dans la construction du regroupement. On a pris les partis d'une certaine région qu'on a regroupés, juxtaposés. En faisant un calcul mathématique ou arithmétique, que cela devrait donner donc immédiatement, certainement, la victoire. Le parti a fonctionné également, toujours dans cette logique, dans sa stratégie de mobilisation de l'électorat. On a voulu mobiliser de Boycon à Cotonou pour commander du fleuve Niger à l'océan Atlantique. Bien entendu, il y a des limites à la stratégie. Pendant ce temps, il y a un chef au pouvoir qui a déjà un avantage comparatif d'être au pouvoir et d'ajouter, bien entendu, le phénomène de fief à cette logique. Et là, l'UN a fonctionné par rapport à l'autre partie du pays par procuration électorale. En concédant à un candidat potentiellement opposant de faire le job, comme on dit au GIA, aller faire le travail, et donc de casse, et après on se retrouve. Malheureusement, ce n'était pas suffisamment représentatif, et Biotchane n'a pas pu être un vrai challenger dans la partie où il avait été envoyé. Et la logique donc de procuration électorale n'a pas marché. Lorsque vous prenez donc ces expériences et qu'on rapporte aujourd'hui à ce que nous sommes en train de vivre, j'ai comme l'impression parfois on dit le chaos de 2011 c'est la lépie. La lépie ne donne pas le pouvoir à quelqu'un. C'est l'élection dans les urnes. Et lorsque le travail n'est pas fait convenablement, bien entendu, ça donne ce que nous connaissons. Et cela guette également, et cela nous guette aussi par rapport à 2016. Et donc, ce que je voudrais dire comme troisième partie, pour terminer, nous avons un certain nombre de constantes qui reviennent, les hommes providentiels. Nous avons une chance inouïe pour l'élection présidentielle de 2016. Non seulement c'est une fin de cycle pour le chef au pouvoir, mais c'est aussi une fin d'une certaine génération politique qui, depuis 25 ans de renouveau démocratique, a fortement influencé l'espace politique. Dans la plupart des organisations politiques, je disais des partis de chefs, nombre de ces formations politiques ont du mal à assurer une certaine transition interne en termes de passation de charges, en termes de passation de pouvoir, sans grande contestation. Il y en a qui sont confrontés au problème de la sélection de candidats. Les FCBE sont dans la situation, l'Union fait la nation fait son chemin, chacun certainement finira par s'en sortir, mais les hésitations que nous connaissons aujourd'hui paraissent totalement nouvelles. Par le passé, à 1 an, on sait qui est candidat. Et le travail se fait en conséquence. Aujourd'hui, les grandes formations politiques ne connaissent pas leurs candidats. Ceux qui travaillent sur le terrain, ce sont les hommes dits providentiels qui ont émergé, et cette fois-ci, par une sorte de, je dirais, d'enchevêtrement d'espace, où le monde des affaires
et le monde politique ont trouvé des intersections. Et les formations politiques, beaucoup de formations politiques, bien entendu, ont commencé par donner le ton en faveur de tel ou tel. Je sais que les grandes formations politiques bien établies peinent à se prononcer. Nous savons indirectement, le Bénin est un gros village. On peut ne pas être de telle formation politique et savoir tout ce qui s'y passe. Donc ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas difficile. Nous travaillons tous, c'est les mêmes générations. La question, aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts à faire le saut, c'est-à-dire le passage de génération politique, mais aussi de logique partisane, en créant les conditions d'un vaste compromis politico-partisan pour dire que le mandat 2016-2021 sera un mandat de transition, un mandat de grandes réformes, réforme constitutionnelle, réforme du système partisan, réforme aussi des logiques de développement, nécessité d'une grande conférence nationale sur la gouvernance et le développement pour redéfinir. Après un quart de siècle d'expérience, nous devons accepter de réévaluer notre dispositif, notre parcours et redonner aux formations politiques leur lettre de noblesse en permettant que, désormais, n'importe quel citoyen veut être candidat à la présidentielle soit proposé par une formation politique. Je ne dis pas forcément un militant. Je ne dis pas forcément un militant. Mais si les partis politiques sont les instances qui vont générer les candidats, la priorité sera certainement donnée au militantisme, à l'expérience et donc pas à des extraterrestres qui arrivent dans l'espace politique et donc qui commencent par tout subvertir. Il faut aussi, dans la situation actuelle, comprendre un certain nombre de frustrations que les formations politiques ont connues. 2006 avait été une opportunité, je dirais, de grand compromis, notamment le second tour avec les accords qui avaient été signés. Aujourd'hui, les partis politiques ou les grandes formations politiques sont dans l'expectative, particulièrement ceux qui n'ont pas participé à la gestion du pouvoir. En qui faire confiance, c'est-à-dire la méfiance est devenue la norme dans les relations entre acteurs politiques plutôt que la confiance. Et donc, chacun observe l'autre. Lorsque quelqu'un a dit 10 millions de Béninois, 10 millions d'hypocrites, j'ai dit non. Non. Peut-être 1 millier d'acteurs politiques, 1 millier d'hypocrites qui n'arrivent pas à s'accorder parce que le peuple, lorsqu'il y a accord au sein de la classe politique, le peuple accompagne. Et nous savons tous comment faire accompagner nos compromis politiques par le peuple. Donc, les anciennes formations politiques, aujourd'hui, à elles seules, prises individuellement, ne peuvent pas gagner une élection présidentielle en 2016. Est-ce que nous voulons véritablement gagner ensemble? Oui, ensemble, nous le pouvons. Individuellement, les hommes providentiels, certainement, nous écraseront. Et surtout, qu'un certain homme, mon ami est parti, Azanaï, qui disait de donner la preuve que les hommes d'affaires, aujourd'hui candidats, finançaient avant le système politique. J'aurais bien voulu lui répondre et lui dire, c'est une vérité de la palisse. Il y a des évidences qui n'ont pas besoin de preuves. Les simples perceptions suffisent pour, comment l'appelle-t-on, faire chose. Les partis politiques, donc, après l'élection présidentielle, donc, si le vaste compromis était réalisé, après l'élection présidentielle, j'ai parlé d'une conférence nationale
sur la gouvernance et le développement, où nous pouvons nous accorder sur les fondamentaux pour le développement de notre pays. Quel que soit celui qui gagnera, opposition comme mouvance, on sait qu'il y a des lignes qui doivent, comment l'appelle-t-on, être poursuivies pour que, comme on a l'habitude de dire que l'État est une continuité ou l'administration est une continuité, que le phénomène de développement également soit inscrit au rang de ces continuités pour notre pays. Nous avons donc une nouvelle chance, nous devons la saisir et sortir, comment l'appelle-t-on, disons, des hésitations que nous connaissions. Et pourquoi les hésitations à l'échelle des fiefs régionaux? Lorsque on fait de la politique le seul canal d'influence de la répartition de la richesse, ou que ceux qui ne sont pas dans le système qui gère l'État soient inquiets de ne pas bénéficier de ce à quoi ils ont droit. Je pense qu'il faudrait, tel que notre Constitution l'a prévu, l'équilibre interrégional, nous avons besoin d'une loi sur l'équilibre interrégional qui va définir tout au moins les grandes lignes de ce qui pourrait être la répartition des richesses, la répartition d'un certain nombre de choses dans l'espace public, dans l'administration, dans les choses. Qu'est-ce qui explique les contestations des concours qu'on organise? Qu'est-ce qui explique tel ou tel? C'est cette méfiance parce qu'on est tous dans une sorte d'insécurité, je dirais, d'insécurité par rapport au principe de l'égalité des citoyens vis-à-vis de ce qui est public. Il nous faut définir un certain nombre d'arcanes. Lorsque ces arcanes seront définis, que nous nous engageons tous pour les respecter, qu'il y ait des canaux par lesquels on peut interpeller d'une manière ou d'une autre, renforcer, je dirais comment l'appelle-t-on, le Parlement, puisque nous pouvons interpeller et ça s'arrête là. Il faut d'autres mécanismes, de mon point de vue, plus contraignants, et cela existe dans certains pays. Je pense qu'il y a beaucoup d'expériences que nous pouvons solliciter pour amener à cela. Lorsqu'on va assurer cela, peu importe celui qui sera au pouvoir au Bénin, si chacune des régions, chacun des acteurs s'assure que ce qui doit lui revenir, lui reviendra, je suis persuadé que nous aurons contribué à réduire les sources de tension, les sources de confrontation, et les partis politiques seront donc des instruments de paix après l'élection présidentielle de 2016. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Merci pour cette analyse brute, d'abord théorique, plus factuelle, et enfin quelques propositions sur lesquelles je ne reviendrai pas puisque tout le monde a suivi la communication du président Nassirou Arifari Bako. Je vais passer en même temps la parole à mon cher ami, le président Lazare Sekoueto, en espérant qu'il n'a rien entendu de ce que le président Bako a dit tout à l'heure et qu'il nous parlera seulement de la sélection des candidats à l'élection présidentielle. Monsieur le Président, cher ami, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents. J'ai rien entendu, mais j'ai tout entendu. Je n'ai rien entendu. Parce que le collègue et moi, on est d'accord sur un certain nombre de fondamentaux. Là où nous divergeons, je crois, c'est les aspects que je n'aborderai pas. Parce que ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est comment nous approfondissons les réflexions pour
avancée. Je m'appuie sur tout ce qu'il a dit pour tirer deux conclusions. La première conclusion, c'est qu'il n'y a pas de théorie générale du parti, du phénomène partisan. Et que selon le temps, selon l'espace, le phénomène parti est apparu et se développe en fonction de dynamiques propres. Et il a beaucoup insisté sur les dynamiques propres qui ont émergé dans notre pays après avoir situé en Europe au milieu du 19e siècle comment le phénomène partisan est apparu et comment ça a évolué. Je crois que sur ça, ça peut constituer une base pour qu'on avance. Deuxième conclusion qu'il faut tirer de ce qu'il a eu à dire, c'est que la conquête du pouvoir, notamment du pouvoir d'État, au niveau le plus élevé, est l'une des motivations majeures de la Constitution et de la vie des partis. J'insiste sur l'une, parce que, et au plan de la théorie, je pense qu'il y a un autre aspect qu'il a effleuré, qui n'a pas approfondi et a ramené la question à ce niveau pour les commodités de son développement, de son raisonnement. Si nous sommes d'accord sur ces deux conclusions générales, je voudrais, en prenant ces deux éléments, dire, en guise d'introduction à mes propos, que la sélection du candidat, du porte-flambeau, de celui qui va en compétition dans l'espace, dans un espace donné, est largement, la sélection est largement dépendante du type de parti et de plus en plus du type d'époque où nous nous situons. J'aborderai la question en faisant un peu comme lui, en faisant quelques 2 ou 3 généralisations de type théorique. Et je prendrai quelques exemples pour que nous puissions bien nous camper sur des faits afin de discuter aisément. Lorsque je prends la KANU, le parti qu'on appelle la KANU, au Kenya, cela nous offre un modèle d'intégration parfaite entre les logiques de clubs électoraux d'un côté, mais ici, lié aux confréries Mau Mau, et de l'autre, l'organisation pyramidale du bas vers le haut que le collègue a eu à décrire et qui, disons, constitue l'un des idéaux types qu'il a eu à décrire. Mais par contre, lorsque je prends l'UPD du Bénin-Dahomey ou du Dahomey-Bénin, nous constaterons qu'il s'agit là, disons, d'une initiative partie du sommet vers le bas et qui a essayé de cristalliser les mécontentements populaires contre le colon, exactement comme la KANU au Kenya. Lorsque je prends ces deux exemples, la considération générale que j'en tire,
c'est que le parti politique, comme un regroupement de gens, de personnes, de citoyens, qui émergent dans un contexte donné, c'est ce contexte-là, par exemple le contexte colonial, chez nous, enfin en Afrique, ou le contexte culturel, les Mau Mau au Kenya, vous savez, c'est ce que les anglophones appellent tribe, c'est une tribu qui a des formes traditionnelles d'organisation très structurées et sur lesquelles les élites kenyanes se sont appuyées pour déclencher une sorte de dynamique qui est allée jusqu'à la lutte armée. Mais de l'autre côté, dans le contexte dahoméen, nous voyons les intellectuels virulents que nous avions à l'époque et qui, face aux manœuvres du gouverneur de la couture, a constitué l'autre pôle qui s'oppose au gouverneur et aux colons et a essayé, par conséquent, de partir du haut pour aller mobiliser dans les différentes contrées du pays. Je voudrais dire un très petit désaccord, parce que ce n'est pas grave, dans le débat actuel, je le fais. La légitimation du tribalisme ou du fait qu'on soit divisé en trois ne peut pas être tirée comme une donne qui va de soi. Ce n'est qu'une conséquence. Ce n'est qu'une conséquence et non une donne en soi, pour soi dès le départ. Cette conséquence, que ça a été ossifié, cristallisé comme stratégie de mobilisation et qu'aujourd'hui, cette stratégie de mobilisation persiste, ne signifie pas qu'au départ, la préoccupation était celle-là, celle de, disons, de la légitimation tribale ou ethnique ou régionale. Je me permets de dire ça parce que ça n'a pas beaucoup de conséquences sur aujourd'hui. J'avais promis que je ne parlerai pas des points sur lesquels on n'est pas d'accord. Mais je mets ça de côté. Alors, la deuxième considération générale que je voudrais prendre là, c'est que la manière dont les différents partis émergent et leur évolution influence le choix des candidats. Lorsqu'il s'agit d'une émergence qui légitime le chef dès le départ, dans le cas des luttes anticoloniales par exemple, et je vais plus loin, dans le cadre des légitimations par le pouvoir, ça diffère que si on se retrouve dans une situation de parti à démocratie large en son sein, et je tire la conséquence en disant, parce que précisément, depuis 1990, le discours de la démocratie interne au sein des partis politiques est resté un discours. Les modes de désignation sont plutôt tributaires de la légitimation par les combats qu'on a vus dans le cas de Mau Mau avec Jomo Kenyatta, dans un certain nombre de cas que nous connaissons, où c'est ce type de légitimation, ou c'est le type de légitimation par le pouvoir. Dans le cas de l'exemple qui a été cité ici, notamment de 90 au Bénin. Il y a, à la fin de ma présentation, il y a une anecdote que je vais raconter sur 90. Sur 90, j'avais interrogé, et ils sont deux présents là même. Ils sont deux présents, je vais raconter ça pour que nous puissions avoir l'autre type de légitimation sur lequel le collègue a
un peu insister. Donc, je pense que si on a un parti comme le Parti socialiste français, ou comme ce qu'on a au niveau des États-Unis, les démocrates ou les républicains, le mode de légitimation diffère de ce que nous avons en Afrique. Je compare les deux exprès pour sortir de ce ghetto où nous, les Africains, on dit qu'on est particulier là. On n'est pas particulier. C'est les modes de constitution des partis et peut-être les expériences qui permettent, disons, dans chaque pays, dans chaque nation, d'avoir un certain type de désignation de candidats. Ce n'est pas parce qu'on est africain, et ce n'est pas parce que les autres sont européens ou américains. C'est le mécanisme de constitution. Et à ce niveau, je tire une petite conclusion qui est que, vous voyez, quand aux États-Unis, on a les démocrates et les républicains, ce n'est pas par hasard. C'est parce que la constitution de parti aux États-Unis est essentiellement orientée vers le choix du président de la République. C'est essentiellement orienté vers le choix du président de la République. Et eux, ils ont estimé que pour choisir le président de la République, c'est principalement soit démocrate, soit républicain. La 5e République française, chers amis constitutionnalistes, je viens chez vous là, la 5e République française n'était pas conçue comme un système orienté essentiellement vers le choix du président de la République. C'est l'évolution en France qui a progressivement conduit à ce qu'ils ont commencé par appeler la présidentialisation des partis. Sinon, en Europe, principalement en France ou en Allemagne, ils sont partis, comme nous aussi on est partis en 90, en nous donnant d'un côté le rôle du choix du président de la République, etc., la conquête du pouvoir, mais aussi de l'animation de la vie politique. Et c'est le petit complément, animation de la vie politique, qui manquait au développement. Mais comme nous sommes des adultes, on ne va pas se chipoter sur ça. C'est ça, l'animation de la vie politique qui a été imposée par le constituant béninois, concourir au suffrage et animer la vie politique. Animation de la vie politique, la 5e République en France et les différentes constitutions que nous avons principalement, par exemple en Allemagne, ont marché sur ces deux pieds. La France est allée progressivement vers ce qu'on a appelé la présidentialisation. De sorte que l'animation de la vie politique est devenue de plus en plus secondaire. Mais chez eux, des espaces ont été créés, notamment avec l'émergence des nouveaux mouvements, les mouvements protestataires dans un premier temps, qui savent qu'ils ne peuvent pas prendre le pouvoir, mais qui doivent faire avancer des causes essentielles, les Verts par exemple. Les Verts par exemple. Et cette petite conclusion que je tire nous amène à quoi chez nous, pour tirer le son chez nous, c'est de dire que le choix du candidat à un moment donné de l'histoire de chacun de nos peuples est soit orienté vers le choix du président de la République ou vers la promotion d'une idéologie, la promotion d'une cause forte, ce qui explique généralement que nous avons, dans un pays comme l'Allemagne, vous avez des partis qui se font désigner comme le parti des motards, ceux qui roulent à moto. Oui, et ils compétissent. Mais ils savent que c'est pour faire avancer la cause des motards. Ils savent que ce n'est pas pour conquérir le pouvoir d'État.
et l'exercer. Dans un premier temps, si vous suivez le débat entre Marine Le Pen et son père, Le Pen père n'était pas préoccupé par la conquête du pouvoir d'État. Il n'était pas préoccupé par ça. Dans tous les textes du Front National et dans les prises de position de Le Pen, il était beaucoup plus présent pour influer sur le débat que pour conquérir le pouvoir d'État. Sa fille, voulant conquérir le pouvoir d'État, commence par aller dans une direction qu'on a appelée la normalisation du Front National. Normalisation dont les conséquences s'étalent à nos yeux. Les deux sont dans des perspectives différentes. Même s'ils partent du même fond idéologique. Troisième considération générale que je voudrais faire, il y a un discours ambiant dans notre pays, les primaires. Naturellement, lorsque on se pose la question de primaire, on ne se pose pas toujours aussi des conditions de réalisation de la chose. Il y a une autre méthodologie que dans le texte que j'avais préparé, j'avais eu à faire et qui nous revient là, le collègue et moi, ce qui nous revient, qui est que je ne savais pas très bien ce qu'on attendait de moi. Si c'est de l'homme politique qu'on attendait quelque chose, ou c'est de ma profession, ou les deux, c'est compliqué. Et ça, c'est un problème méthodologique. Ça nous pose un problème de méthodologie. Le problème de méthodologie, c'est de savoir si je viens comme un reporter journaliste, et dans quelle mesure je peux l'être, sur le discours que les autres tiennent sur eux-mêmes, ou le discours que je tiens sur moi-même en tant qu'acteur politique. Le discours que je tiens comme acteur politique, reporter ce discours ou reporter le discours que les autres tiennent sur eux-mêmes ne relève pas de la science. Cela relève de l'idéologie. Ces trois grandes considérations faites, je voudrais parler des expériences, très brièvement. Vous connaissez les primaires aux États-Unis. Je n'ai rien à vous dire de ça. En France, vous connaissez les primaires. Je n'ai rien à vous apprendre sur ça. Vous savez que l'Union fait la nation. Du Bénin a choisi un candidat en 2011 par voie de consensus. Vous savez qu'en 2015, il est sur le chemin de choisir par consensus ou par élection primaire. Vous savez que les forces Kori pour un Bénin émergent sont sur le même chemin. Je voudrais, à ce niveau-là, signaler que de 1990 à 2015, le choix des candidats, soit ça s'est passé parce que c'était naturel, la légitimité. Mais que les cas où la légitimité est plurielle, que ça s'est disloqué. RND. J'espère que beaucoup de gens se souviennent de RND. Et la petite note que je voudrais faire là en bas de page, c'est que peut-être l'histoire des dislocations nous renseignerait beaucoup plus sur les problèmes de désignation que l'histoire des constitutions d'alliances ou de groupes. Si on se pense sur l'histoire des dislocations, pourquoi le RND n'a pas pu désigner un candidat?
en 91, ou du moins sur la question de la désignation des candidats en 91, le RND, je rappelle, en 91, c'était l'UDD et une partie de l'UDD, une partie du parti de Kéké Joseph. Je rappelle ça. Cette petite note est faite. Je débouche sur les autres manières de désigner qui relèvent de la légitimation. Nicéphore Soglo a été choisi parce que, en 91, parce qu'il représentait une certaine... il était automatiquement légitimé. Je reviendrai sur mon anecdote à la fin. En 2011, Ngwedji a été désigné par l'Union fait la Nation parce qu'il y a eu une sorte d'automatisme dans sa légitimation, pour 1000 raisons. Ce que les journalistes décrivent comme problème au sein de l'Union ou de FCBE pour choisir candidat relève en fait de ce que j'appellerais pluralité de légitimité. Pluralité de légitimité. Et cette situation de pluralité de légitimité pose la question de comment ça se règle en réalité. Comment ça se règle en réalité. Et c'est là où je vais faire mon anecdote et me taire. À un moment donné de la conférence nationale des forces vives où certains étaient, et j'en retrouve quelques-uns devant moi, le rêve avait été caressé que quelqu'un issu du mouvement démocratique, ce qu'on appelait mouvement démocratique à l'époque, c'était ceux qui s'étaient battus depuis les années 60 et se sont battus plus ou moins contre le régime qui a prévalu de 72 à 89, que le président de la République émerge de leur rang. Le rêve avait été caressé à un moment donné. Et il y a eu une petite réunion dans une salle dont j'ai encore le souvenir, où quelqu'un est venu, un vieil homme, sage, un peu nasillant, et il dit, mais ce que vous dites là, il a parlé en fond, ce que vous dites là, quand vous allez faire ça là, voici vous aurez l'argent pour payer les salaires. Il a fait un léger développement, à la fin il a dit, c'est Songlo, l'homme de la situation. Ça veut dire quoi? Qui va trouver l'argent pour payer les salaires? De 90 à aujourd'hui, l'eau a coulé sous le pont. Et aujourd'hui, on dit qui va avoir l'argent pour financer la campagne. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je vous propose d'ouvrir immédiatement la liste des intervenants. Que chacun fasse l'effort, sans être formellement limité, de dire l'essentiel en très peu de mots. Premièrement. Deuxièmement, que vous avez le loisir de poser directement les questions aux deux intervenants à la fois. J'invite l'honorable Seibou à prendre la parole. Merci, M. Joël Aïwo. Bon, je voudrais demander l'indulgence de tout le monde, puisque au début, je n'ai pas pu dire le message que l'Alliance ABT avait voulu vous dire, mais c'est en fait une félicitation à votre endroit et surtout le plaisir qu'on a d'être ici parce que nous nous attendons ici à un débat quand même plus objectif et plus neutre parce que tous les bords y sont, la société civile, la presse, tout le monde est là dans le débat. Et nous souhaitons que vous organisiez encore plus, davantage ce genre de rencontres. Parce que les thèmes que vous avez inscrits aujourd'hui méritent chacun qu'on prenne une journée pour ça.
Nous savons, certains ont déjà dit ici, nous ne pourrons pas dire tout ce que nous pensons là-dessus. Déjà, vous nous limitez par rapport au temps. 1 heure divisée par 17 personnes. Alors, permettez-moi d'aller directement à mon intervention maintenant. Dans l'exposé tout à l'heure, dans la communication des uns et des autres, il a été abondamment question de partis politiques et d'élections présidentielles prochaines. Moi, je pense qu'on a un véritable problème de cadrage constitutionnel dans cette affaire. C'est pour ça que je suis heureux d'être ici en face des grands constitutionnalistes et que surtout, ce sont eux qui organisent ce genre de débat. Écoutez, quand on regarde les partis politiques et la façon dont tout s'est passé depuis 1991, nous nous rendons compte que c'est l'Assemblée nationale qui est le champ exclusif des partis politiques. Quand il est question d'aller au présidentiel, la Constitution semble dire non, ce n'est pas une affaire de parti politique. C'est-à-dire, c'est juste pour aller à l'Assemblée qu'on anime la vie politique. Mais après ça, pour aller au pouvoir suprême, il n'y a pas de cadrage à ce niveau pour donner une place aux partis politiques. On dit non, n'importe qui peut être, n'importe quel individu peut être candidat. À partir de ce moment-là, même les thèmes qui sont programmés aujourd'hui semblent poser un problème. Parce que comment sélectionner les candidats au présidentiel prochaine suppose qu'il y a une sélection. Mais laquelle? Donc je pense que moi j'en appelle à un cadrage constitutionnel qui est indispensable peut-être dans l'avenir. Parce que nous parlons pour l'avenir. Sinon, tout ce que nous disons ici est presque trop tard pour moi. La question de redistribution des richesses est revenue. Et ça paraît être une constante. Vous voyez, tous ceux qui vont au présidentiel vous disent « Moi, je ne vais pas faire de l'opposition la prochaine fois. C'est terminé. » Il n'y a personne qui veut être à l'opposition. Qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas, tout le monde veut être mouvancier. Pourquoi? Parce qu'on a eu une pratique depuis quelques années où quand vous n'êtes pas mouvancier, c'est même difficile qu'un mouvancier vous dise bonjour sans regarder derrière. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas mouvancier, vous êtes un homme détruit. Donc personne ne veut faire de l'opposition. Et si personne ne veut faire de l'opposition, la démocratie n'a plus sa raison d'être. Donc, j'estime là que la question de redistribution des richesses doit être revue. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez la distribution sans prendre l'élan de nomination au poste politique. C'est là qu'on mesure quelle région est concernée ou pas. Dès qu'on finit le conseil des ministres, on vous fait la carte du Bénin. La presse vous fait la carte du Bénin et poste les ministres selon les régions. Ça veut dire ce qu'on vous donne là. C'est un peu ça que vous devez utiliser dans votre région. Alors pourquoi on veut s'étonner que dans un cabinet ou dans des services ou dans des ministères, les gens ne s'entourent que de leurs frères? Parce que c'est une redistribution même titrée. Ministre des Travaux publics, alors tous les gars de sa région doivent être aux travaux publics. Ainsi de suite. Cette façon de faire doit aussi être revue profondément et changée. Bon, c'est vrai que certains voudraient s'attendre à ce qu'on réponde à des pans d'intervention ici qui piquent les uns et les autres, mais je pense que ce n'est pas bien que nous ouvrions un tel débat, puisque les communicateurs sont des politiciens et donc ne peuvent pas faire une présentation sans qu'ils transparencent quelque part leur centre d'intérêt, leur état d'âme, même parfois leur œil de Caïn, ainsi de suite, parce que chacun doit en parler. Et les exposés prennent donc parfois le sens de dire ce que l'on présume par rapport à ce que l'autre a fait. Je suppose que là, c'est des questions subjectives qu'il ne faut pas approfondir ici parce que ce n'est pas le cadre.
C'est sur cela que je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, honorable Seibou. Le professeur Biobigo a la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie d'abord de m'avoir fait l'honneur en m'invitant à cette rencontre-là, une rencontre importante. Je voudrais m'excuser d'abord auprès de tous ces hauts cadres à divers niveaux pour prendre part au débat. Et je souhaiterais qu'on fasse beaucoup moins de non-dits parce qu'il ne faudrait pas se minimiser. Quand on veut repousser certains débats de fond à d'autres occasions et choses, je ne sais pas quand ça va s'arrêter. Première observation. Deuxième observation, ce que nous disons, que ce soit ce que nous pensons. Qu'on dise, que nous puissions dire ce que nous pensons sans avoir la prétention de dire que nous disons la vérité. Si ce que nous pensons se trouve être la vérité, tant mieux. Si ce n'était pas ça la vérité, qu'on s'incline, qu'on s'excuse. En tout cas, moi, c'est dans ce schéma-là que je me retrouve. Deuxième observation, nous sommes là, voilà, d'un côté, on dit scientifique, politique, comme si on voudrait opposer la science politique avec la science. Soyons sincères. Sinon, pourquoi nous aurait faculté de sciences économiques, sciences politiques? C'est une science. Et c'est à partir de ce moment-là, juste quelques petites observations et ma contribution pour la réflexion. Et lorsque le ministre Bako allait dire non, que ce n'est pas la Sénat qui donne le pouvoir, moi je peux être contre ça, sur la base de certaines réalités que je connais. Et là, lorsqu'on va se retrouver, nous allons pouvoir mener le débat sur la base de certaines preuves. C'est cela. Deuxième, oui, parce que quelque part, ça avait été dit. Par contre, je suis d'accord avec lui pour dire que le mandat prochain, là, que ce soit un mandat de transition. Parfaitement d'accord, et je crois que personnellement, je peux m'investir dans ce cadre-là, sur ce qu'on peut faire, un mandat vraiment de transition, par rapport à ma petite connaissance du Bénin. Il y a par rapport au ministre Soweto, en parlant des conditions pour les primaires, je suis d'accord avec vous, mais si nous étions dans une situation normale, à partir du moment où vous dites que vous êtes ensemble, vous avez formé une alliance, vous ne pouvez pas dire que vous êtes tous égaux. Si c'est pour aller à la conquête du pouvoir, si c'est pour atteindre le même objectif, à partir du moment où vous avez constitué une alliance, on peut même aller aux primaires par rapport à cela, parce que parmi les meilleurs, si on veut prendre les meilleurs, tout le monde ne peut pas être meilleur comme ça. Monsieur le Président, ma conviction est celle-ci. Premièrement, les gens prennent l'ambition de diriger le Bénin, là, le Dahomey, le Bénin, sans prendre la précaution de connaître les peuples qui composent le Dahomey et le Bénin. Ce ne sont pas des gens qui sont nés au moment où les colons sont arrivés. Non. Si on veut diriger un pays, le minimum qu'il faut faire, c'est de le connaître. Le connaître, ça veut dire quels sont les peuples, quelles sont les relations que ces peuples entretiennent hier, et pendant que le colon est arrivé, comment ces relations ont été perturbées, et on a géré pendant un certain nombre d'années. Après, on a dit, bon, vous êtes indépendants. Je mets au défi tous ceux qui prennent l'ambition de dire qu'ils vont diriger le Bénin, le Dahomey et le Bénin, s'ils ont pris le minimum de précautions pour le connaître. Et c'est pour cela que le pays, nous piétinons jusqu'à présent parce qu'ils ne connaissent pas. C'est le point de départ, ça, si nous voulons nous dire la vérité. Premier point. Alors, lorsqu'on vient là, c'était sur la base des connaissances qu'on aurait des peuples composant le Dahomey, devenu le Bénin, qu'on devait savoir quel type de Dahomey, de Béninois nous voulons. Et c'est ce qui devait être à la base de mon troisième point, à savoir quelle est la compréhension que nous avons de la politique. Est-ce que la politique, dans son sens vicieux, et malheureusement c'est ça que nous avons tendance à privilégier, ou bien la politique dans son sens vertueux.
Si nous voulons réellement faire la politique dans son sens vertueux, cette politique est bel et bien une science, parce que ça s'apprend. Ça ne s'improvise pas. Mais si on veut prendre la politique dans ce sens vicieux, à savoir mentir, dire ce qu'on pense, dire ce qu'on ne pense pas, ou penser ce qu'on ne dit pas, jouer, roubler, roubladise, et Dieu, il en a. Si c'est cela, oui. Ça, on est passé expert. Mais ne soyons pas étonnés de vivre la situation que nous vivons là. Et quatrièmement, si c'est la politique dans son sens vertueux, alors ça veut dire que nous, pendant que nous sommes là, parmi les partis politiques, combien de partis politiques mettent un point d'honneur sur la formation, sur l'éducation? Alors si nous voulons faire la politique dans le sens vertueux, tout homme politique, tout citoyen qui a l'ambition de diriger ce pays-là doit se considérer d'abord comme un éducateur, comme un formateur. Alors si un homme politique, sous prétexte qu'il fait la politique, il pense que lui, il n'est pas un éducateur, je dis, oui, ça là, ça appartient au sens vicieux de la politique. Le président de Al-Cré a la parole. Oui. Merci beaucoup. Alors, lorsque le professeur Arif Bako, ancien ministre, député à l'Assemblée nationale, dans sa communication nous dit, lorsqu'on est au pouvoir en principe, on se donne les moyens de gagner. Je veux comprendre. Je veux comprendre. On se donne quels moyens de gagner? Et comment? Même quand le peuple n'a plus besoin de vous. This is my question first. Aujourd'hui, le système politique au Bénin encourage les prédateurs et combat les bâtisseurs. Il ne faut plus que cela soit de même en 2016. Alors, on nous dit, M. Seibou toujours, ancien député, il dit, personne ne veut plus faire l'opposition. Alors, je l'informe en lui disant que si les politiciens ne veulent plus faire l'opposition, la société civile est là. Vous pouvez nous faire confiance. Je vous remercie. L'objet de mon intervention, c'est le système partisan. Le système partisan béninois qui souffre d'un certain nombre d'anomalies. Je crois que certains intervenants ont mis l'accent dessus. Mais ces anomalies me paraissent chroniques et graves concernant ce pays. Un petit pays d'à peine 10 millions d'habitants, mais dans lequel on a près ou plus de 200 partis politiques, dont seulement une dizaine sont très actifs, quotidiennement actifs. Une dizaine. Tout le reste ne deviennent actifs qu'à l'approche des élections présidentielles. Et souvent, le reste des partis politiques, lorsqu'ils deviennent actifs à l'approche des élections présidentielles, ce n'est pas pour soutenir des partis politiques frères, dont ils partagent les idées ou les idéaux. Ou on pourrait dire que c'est le manque de moyens financiers qui ont fait que ces partis politiques ont sommeillé pendant longtemps et que maintenant ils veulent soutenir des partis politiques, les grands partis politiques. Ce n'est pas souvent le cas. Ils se mettent ensemble pour choisir des outsiders à l'élection présidentielle. On choisit des hommes providentiels qui viennent soit de l'extérieur, généralement de l'extérieur, je veux dire des gens qui ont travaillé dans des institutions internationales. Alors on se pose la question de savoir, est-ce que cela signifie qu'il n'y a pas des personnes capables au sein des grands partis politiques de ce pays qui sont préparés pour la gestion de ce pays, la gestion des affaires de ce pays? Les partis politiques avant, pendant et après l'élection présidentielle de 2016, le thème de la première communication. Alors, le constat qui a connu de tous, c'est que les partis politiques au Bénin n'existent qu'en période électorale. Et pour ce qui concerne 2016, les partis politiques béninois ont commencé par donner des signes de vie entre les deux élections. Et c'est ce qui a certainement amené, le professeur Bako a dit que nous n'avons pas des partis politiques de masse ni de cadres au Bénin, mais plutôt des partis politiques de chefs et amis de clubs électoraux. Alors, si tel est le cas, il faut reconnaître que notre système partisan est sans repère, il est sans substance. Et s'il en est ainsi, alors, puisque vous l'avez dit dans votre développement, qu'il y a un débat récurrent qui est lié à l'idéal, non, qu'il faut voir les réalités en face. Lorsque nous sommes dans une telle situation d'obscurité,
Mais il faut tout faire et faire appel à la lumière. Et la lumière, selon nous, c'est cet idéal. Il faut forcément de l'idéalisme rationnel, sans lequel nous ne pouvons pas sortir de ces pétrins-là, parce qu'il y a tellement de vices qui ont été développés. Alors, les réformes dont vous proposez pour le quinquennat 2016-2021, est-ce que c'est pour constitutionnaliser ou légaliser les pratiques vicieuses dont nous connaissons et que nous avons tout développé dans le pays? Moi, je voudrais bien savoir, puisque vous dites qu'il ne faut pas faire appel à l'idéal. Or, c'est le seul moyen pour nous, aujourd'hui, en tant que potiers, qui puisse permettre de sortir de cela. Nous, les potiers de la République, nous disons qu'il faut aller à Alédio 2. Alédio 1 est mort, et physiquement même mort. Et on peut le constater. Et donc, il faut faire le deuil d'Alédio 1 et aller à une nouvelle République. Il faut aller de fond en comble. Et le potier propose d'aller chercher l'argile en profondeur pour refaire cette nation. Ce ne serait sans exclusion de personne, bien entendu, parce que ce soit les anciens, que ce soit les générations actuelles ou à venir, on a besoin de se mettre ensemble pour faire cette construction-là. Et donc, se réconcilier entre nous-mêmes d'abord, parce que c'est important pour le pays. Nous sommes là à nous comporter comme des insectes autour d'un atome de boue. Or, la réalité du pays est là et nous ne le projetons pas assez loin. Nous ne voulons pas nous séduire nous-mêmes pour dire que dans 50 ans, on ne s'imagine pas le Bénin en 2055, par exemple. Nous ne serons pas là. Moi, je sais que je ne serai pas là. Alors, quel est ce pays qui va être là? Et donc, ayons des visions assez lointaines. Et je crois qu'il faut faire ça dans ce pays. Et tous les acteurs qui sont ici sont capables de faire cela. Ceux qui ne sont pas capables, on va les amener à le faire. On va les contraindre à le faire. Et ça, c'est un téléchargement dans la République. Je vous remercie. Les communicateurs, dans leur présentation, ont mentionné que nous avons assisté ces dernières années à une prolifération des partis politiques sur la scène politique. Des partis créés sur la base d'ethnisation ou du régionalisme. Je voudrais savoir, est-ce que le ministère de l'Intérieur, avant d'enregistrer les partis politiques, mène suffisamment des enquêtes sur le terrain afin de vérifier la mise en œuvre effective et le respect de l'article 5 de la Constitution, je cite. 3 points de suspension. Les partis politiques doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l'intégrité territoriale et de la laïcité de l'État. Ma deuxième préoccupation, pour faire court à la suite de l'honorable Biobigou, je demanderai à quand la création des écoles spécialisées de sciences politiques ou de formation à la vie politique, des écoles dans lesquelles on pourrait initier et éduquer les jeunes à la politique, à l'image de l'école allemande qui constitue un modèle en matière d'éducation à la politique. Merci. La parole est à l'honorable Afo Diobo et le ministre Alessandro Moutonji se prépare. Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais féliciter donc et remercier nos brillants communicateurs. En principe, on ne devrait plus beaucoup parler, mais il faudrait remarquer qu'il y a eu quelques insuffisances. D'abord, en ce qui concerne le ministre Bako, parce que j'aurais souhaité qu'il intègre dans sa communication. C'est vrai que depuis 1991, on n'a pas réglé le financement des partis politiques. Mais il faut remarquer aussi que depuis 2006, il y avait une volonté manifeste de nuire aux partis politiques, de les tuer par le système en place. Et donc, ça ne pouvait donner que les résultats que nous avons aujourd'hui. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Vous avez bien décrit que c'est les élites qui, dans les régions ou dans, je ne sais pas, les départements, font le travail, le job pour celui qui est au sommet. Mais comment ça se fait ce travail? C'est sur quelle base? C'est sur la base de la facilité avec laquelle ils se laissent corrompre. Et donc, quand ça ne marche pas, ça ne peut produire que les résultats là, d'autant plus que dès l'instant où vous avez été corrompu, le chef il croit vous avoir acheté et vous n'avez plus de volonté, vous n'avez plus de conscience. Voilà, le problème se pose à ce niveau-là. Est-ce que nous qui sommes là,
qui sommes un peu éclairés, est-ce que nous sommes d'accord désormais, à partir de 2016, de faire les choses autrement, même si, pour l'instant, on ne peut pas marquer la rupture avec la manière dont nous aidons les candidats à se positionner au sommet de l'État. Je voudrais demander à M. Lazare, c'est vrai, il a dit quelque chose dans son anecdote qui me préoccupe. Il a dit qu'en 90, je crois qu'il parlait, à moins que je me trompe, du président Ahoma Degbe, qui a fait l'éruption pour dire, vous êtes en train de faire ça. Si vous faites ça comme ça, qui va payer les salaires? Qui est capable de trouver, de mobiliser les fonds pour faire les salaires? Et c'était Soglo. Mais la deuxième partie, vous avez dit, qui est aujourd'hui capable de financer les élections? Ah non! Si c'est ça que vous avez posé comme question, vous vous trompez. Vous devez donc dire qui est capable de financer sa campagne. C'est ça la question. Celui qui va financer les élections, c'est notre État. Personne, ces opérateurs économiques qui se présentent aujourd'hui, aucun n'a financé l'élection. Les élections ont toujours été financées par notre budget national. Donc, la question, ce n'est pas celle-là. Si c'est celle-là, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Dans le préambule de notre Constitution, alinéa 1er, nous, peuple béninois, à la ligne tirée, affirmons notre profonde opposition à tout régime fondé sur, et les 9 péchés capitaux ont été cités. Et nous avons tous dit, plus jamais ça. Il s'agit de l'arbitraire, la dictature, l'injustice, le régionalisme, le népotisme, la corruption, la concussion, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel. Voilà les 9 péchés capitaux que nous avons eu à dire, pour lesquels nous avons dit plus jamais ça. Je voudrais que chacun d'entre nous prenne pour console, pour des boutons de console, chacun de ces plus jamais ça, ces péchés capitaux. Et vous verrez que celui qui a dit que les politiques ne disent pas toute la vérité, eh bien cela continue. Les lignes, on ne pourra pas continuer ainsi. Je voudrais faire remarquer également au niveau institutionnel, l'article 5 de la Constitution dit que les partis politiques qui animent la vie politique, etc., et que c'est le mode, c'est le multipartisme intégral. Mais le péché vient de ce que la charte des partis politiques n'a pas renforcé cet énoncé extrêmement important. C'était un combat pour la liberté et pour les droits. Nous les avons eus, mais il faut les organiser. Et les lois, pour les organiser, ces lois sont restées, disons, au même niveau de profession de foi. Il fallait y aller. Si on demandait, par exemple, que pour être président de la République au Bénin, ou bien pour créer un parti au Bénin, il faut avoir la signature de 5000 élus locaux. Mais c'est terminé. C'est terminé. Vous verrez qu'on va culminer à au plus 5 ou 6 partis politiques. Et la démocratie n'est pas touchée. C'est déjà quelque chose. Si nous voulons avoir des hommes politiques d'envergure qui dirigent notre pays, il suffirait seulement de dire, mais chaque candidat à l'élection présidentielle doit recueillir 3 000, 4 000 ou 5 000 signatures d'élus locaux. Et c'est terminé. Donc, au niveau de nos lois, de la Constitution et de certaines lois, il y a problème. Nous le savons. Il faut, comme quelqu'un l'a dit, que le prochain président de la République ou son mandat serve à régler ces problèmes-là. Le professeur Victor Tokpanou a la parole et Madame le doyen Aguemon se prépare. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, à ce stade des échanges, intervenir sur 2 petits points. J'aurais pu apporter une réponse à Madame tout à l'heure qui réclamait la formation de sciences politiques. Je voudrais la rassurer. Je suis le chef du département de sciences politiques de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi. Voilà. Si vous êtes intéressé par la science politique, vous savez où aller. C'est vrai, c'est un département en construction, mais qui a déjà quelques éléments à son actif. Voilà. Je voudrais intervenir sur 2 points. Le premier, c'est la prolifération des partis chez nous. Et le deuxième, c'est la responsabilité des élites, sur laquelle je mettrai un point particulier. Alors, j'ai juste envie de rassurer l'honorable
qui se plaignait tout à l'heure de la prolifération des partis politiques au Bénin. Je voudrais qu'il soit clair. Je voudrais qu'il soit clair dans l'esprit de tout le monde que le fait qu'il y ait 250 partis ne constitue pas la principale nuisance à notre démocratie. Beaucoup ici ne savent pas combien de partis il y a en France. La France, 1er janvier, ça ne passe plus. Bon, voilà. C'était au 1er janvier 2015, 612 partis. Mais à l'extérieur, on ne connaît grosso modo que la gauche et la droite, l'extrême droite, l'extrême gauche. Donc le problème, il ne réside pas, il ne se situe pas dans les 250 partis hypothétiques qu'on attribue au Bénin. La preuve, c'est que de façon constante, depuis 1990, pour ne pas dire 91, nous n'avons jamais eu 250 partis représentés à l'Assemblée nationale. Qu'il y ait, allons vers la formation de partis majoritaires. On n'a pas besoin de réviser la Constitution pour ça, mais le mode de scrutin également contribue à rendre des partis majoritaires. Nous avons opté pour la proportionnelle. Comment voulez-vous qu'avec la proportionnelle, on puisse avoir des partis majoritaires? C'est juste impossible. Ensuite, nous avons refusé de financer publiquement nos partis politiques. Je fais souvent le calcul rapide. Quand vous voulez mener une activité politique au Bénin, ça vous coûte minimum 2 millions de francs CFA. Quand vous prenez Canal 3 en dehors de la période électorale, c'est 350 000 francs la couverture. Mais pendant la période électorale, ça passe à 500 000. Vous voulez 2 télévisions pour couvrir votre activité, ça vous fait 1 million. Et quand vous pensez à l'écho qu'on lui donne dans la presse, le lendemain ou sur une semaine, c'est 300 000 francs la manchette ou 150 000 francs la deuxième une, etc., etc. Quand vous faites le calcul de la communication, je n'ai pas parlé de la radio, sans parler des perdièmes aux journalistes qui viennent couvrir. Ensuite, vous parlez de la location de la salle. Vous parlez du cocktail que vous offrez après. Ça vous fait un minimum de 2 millions de francs CFA par activité politique. Et un parti politique sérieux qui choisit de mener une activité politique par commune, ça lui fait 2 millions fois 77, ça fait 144 millions de francs CFA. Et pour être beaucoup plus crédible, quand vous décidez de faire 3 activités ou voire 4 par commune, vous frisez le milliard. Comment voulez-vous, si l'État ne prend pas en charge une partie de ces dépenses, qu'un acteur politique mette la main à la poche pour dépenser 1 milliard pour financer les activités politiques par an? Comment voulez-vous qu'il le fasse? C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'hypocrisie, et tout le monde le sait. Et parce que l'acteur politique ne peut pas le financer, il est obligé d'aller chercher le financement ailleurs. Et comme le public ne le fait pas, et que la nature a horreur du vide, le privé se substitue à cela. Et le privé, ce ne sont pas des mécènes, ce ne sont pas des philanthropes. Je laisse la parole au premier communicateur, le ministre Arifari Bako. Vous avez la parole pour 10 minutes, s'il vous plaît. Je voudrais tout d'abord remercier les différents intervenants. Mes propos n'avaient aucunement l'intention de heurter la susceptibilité de telle ou telle personne ou de telle ou telle formation politique, mais j'étais dans le cours d'une démonstration et j'ai voulu invoquer ou évoquer des exemples qui, à un moment donné, étaient des exemples très positifs, mais inachevés. Et j'ai voulu évoquer les éléments qui, de mon point de vue, constituaient des insuffisances qu'il est possible de corriger maintenant par rapport à 2016. C'est ça, je dirais, la logique de ma démonstration. C'est ça la logique de ma démonstration. Et donc, je pense
qu'en termes d'expérience depuis le renouveau démocratique, en termes d'expérience de regroupement politique, hors pouvoir et réussi, c'est l'exemple de l'Union fait la nation. Mais qui a connu un certain nombre de faiblesses que j'ai évoquées en disant que nous avons maintenant la possibilité, en 2016, de faire autrement. Parce que j'ai la ferme conviction qu'aucun des regroupements politiques individuels, qu'il s'agisse de regroupements de partis d'opposition d'un côté ou de regroupements de partis de la mouvance de l'autre, aucun des regroupements à lui seul ne peut prendre le pouvoir. C'est ma profonde conviction. Et qu'il y a nécessité d'engager un nouveau compromis politique à partir de 2016, quitte à faire en sorte que 2016 soit le début d'une grande transition de réforme inclusive, faisant participer l'ensemble des forces politiques au cours d'une période de 5 ans, de manière à ce que, au sortir de cette période de 5 ans, que nous puissions installer et établir de nouvelles bases consensuelles de gouvernance de notre pays et de définition des axes essentiels de développement. Et la question des regroupements politiques, on peut définir des critères désormais de regroupement. Pourquoi pas? Oui, idéalisme, réalité. Quelqu'un avait posé des questions sur ça. Non, j'ai parlé d'idéalisme et de réalité. Mais on ne peut pas modifier, changer sans idéaux. Bien entendu, s'il n'y a pas d'idéal, il n'y a pas d'action politique. De ce point de vue, c'est juste une nuance que j'ai voulu apporter. Existe-t-il un lien entre les présidents outsiders, disons les élites au sommet, outsiders, c'est-à-dire qui n'appartiennent pas aux formations politiques que nous avons connues de 1990 à aujourd'hui, et la stabilité politique que nous connaissons aujourd'hui et qui fait l'exception béninoise? La question est très intéressante, mérite, de mon point de vue, des investigations beaucoup plus approfondies. Je ferai de cela un sujet de mémoire pour un étudiant et je crois qu'on verra ce qui pourrait en résulter. Alors, le phénomène de l'oiseau rare, bon, c'est plus ou moins la même chose, je ne voudrais pas en parler. Le reste, c'est beaucoup plus, de mon point de vue, des contributions, des apports et des interrogations que nous devons partager ensemble et que nous avons notés certainement pour mieux enrichir les débats à venir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je pense que l'essentiel a été dit. Quand les gens posaient les questions et que je notais, je les organisais, je me suis rendu compte au bout du rouleau qu'il n'y a plus grand-chose. Il est indispensable de réformer le système politique et partisan au Bénin. Aujourd'hui, c'est un impératif. Et tout ce qu'on a dit concourt à dire la nécessité, sous quelle forme, transition, pas transition, machin. Bon, le débat permettra d'y aller. Et ça touche principalement 3 piliers. Le premier pilier, quel est le rôle que nous donnons à l'argent? Et l'anecdote liée à Homadebe, c'était de lui qu'il s'agissait effectivement, et liée à ceux qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui dans le pays, c'est la permanence de la question de l'argent et des relations que nous avons tissées avec l'argent à chacune des époques.
Et quelle est l'importance exagérée ou non que nous avons accordée à l'argent. Deuxième pied, c'est l'ethnie. Il y a des réalités qu'on ne peut pas détruire. Mais qu'on instrumentalise ces réalités, c'est une autre chose. Et puis enfin, sur cette question-là, j'interroge tous ceux qui sont de mon âge dans cette salle. Combien de nos enfants vont au village? Et quels de nos enfants vont au village? Et quel avenir donnons-nous à nos ethnies? Dans l'espace de 15 ans, dans 30 ans. La question existait déjà avant et je salue le professeur Biobigou, fait partie de ceux qui, dans un violent pamphlet, ont fustigé les gens du Nord dont les enfants ne parlent aucune langue du Nord. Bon, même au sud d'ici. Mais quelle est la place de l'ethnie et quelle est la relation que nous faisons à l'ethnie dans l'organisation de l'espace public? Troisième pilier de cette nécessité de réforme, troisième, j'ai parlé de l'argent, j'ai parlé de l'ethnie, c'est la formation et le débat public. Il n'y a pas de débat public véritable dans notre pays. Il y a des moulins qui tournent à vide. Vous voyez tout le débat qu'on fait depuis quelques mois par rapport à 2016. Je ne veux pas dire que c'est pauvre, mais je pense que si ça s'en arrête là, le prochain président, qui qu'il soit, va tomber dans notre routine habituelle. La rupture ne se décrète pas. La nécessité d'une rupture est là. Est-ce que c'est une rupture par rapport à l'âge? Est-ce que c'est une rupture par rapport au contenu de la politique? Est-ce que c'est une rupture par rapport... Mais il y a nécessité de véritables débats publics. Et quand je dis débat public, il faut qu'on cesse de confondre la non-application des textes en vigueur avec l'état de notre système. Je donne des exemples. Il existe une nomenclature des hauts cadres du pays, des hautes fonctions, dans lequel il faut puiser les gens à nommer. Qu'on ne nomme pas les gens à partir de ce document qui existe et qu'on ait choisi n'importe qui pour n'importe quelle fonction. De quoi s'agit-il là? Il s'agit d'état, d'un régime, d'un pouvoir. Et le dernier que nous avons a poussé les choses à l'extrême. La loi dit qu'il faut apurer la liste des partis politiques avec des critères précis. Quel est le ministre de l'Intérieur qui a apuré la liste? On n'a pas 220 partis. On a peut-être quelques partis qui sont en règle et les autres qui sont illégaux parce que le ministre de l'Intérieur n'a pas pu utiliser les textes en vigueur pour apurer la liste des partis. Lorsque nous parlons de l'argent, il y a un début de règlement la question du financement des activités publiques. Mais est-ce que c'est appliqué? Et il faut l'approfondir. Parce que si on ne l'approfondissait pas, si on n'allait pas plus loin dans la question du financement de l'activité politique, je ne veux pas répéter ceux qui sont intervenus là-dessus, notamment le professeur Topano et d'autres. Et puis enfin, les questions spécifiques adressées à l'Union fait la nation, ce n'est pas le lieu, mais j'estime qu'en des temps plus calmes, il faudra que ce pays apprenne à saluer ce qui relève des bonnes pratiques et à cesser, comme le dirait Alcret, à cesser de ne célébrer que le mal, soit en le dénonçant, soit en le perpétuant. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre Lazare Sekouito.
Avant de suspendre les travaux, je voudrais saluer l'arrivée dans la salle du président Éric Rounete qui nous a rejoints en cours de travaux, mais qui, comme le président Edjikola Olé est parti de leur séminaire loin de Cotonou ce matin, qui a tenu à participer à nos travaux. Je voudrais le remercier encore.